9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Bruno Verjus. Bonjour. Vous êtes cuisinier, chef étoilé, un parcours hors norme. Une fois n'est pas coutume, je vais citer le magazine Challenge le 20 mars. Non pas que je ne veux pas les citer, mais je vais citer quelqu'un d'autre. Je vais m'abriter derrière un texte pour vous présenter. Je cite, je lis. Bruno Verjus, 62 ans, n'a jamais été candidat ni à Top Chef ni au meilleur pâtissier. Il n'a pas son CAP de cuisine et s'est arrêté en 5e année de médecine. Et surtout, avant d'ouvrir son restaurant Table en 2013, il a eu plusieurs vies. Photographe, journaliste au magazine L'Omnivore et à France Culture, chef d'entreprise, blogueur, et il a vécu 18 ans en Chine. Alain Ducasse a dit de lui, quand j'ai appris qu'il ouvrait un restaurant, j'ai pensé qu'il ne tiendrait pas 3 mois. Fin de citation. Et vous êtes toujours là, consécration. Vous venez d'obtenir non seulement pas votre première, mais votre 2e étoile en 9 ans seulement et en partant quasiment de zéro. Une fois que j'ai dit ça, j'ai plus de questions. Comment vous voyez votre parcours ? Ça vous a fait rougir ? En fait, si vous voulez, tout s'explique par la passion des choses. J'aime faire. Quand je m'ennuie dans un métier, je change. Et j'ai pas peur du changement. J'ai pas peur de me remettre en question parce que je suis quelqu'un qui aime travailler et qui aime aller au bout des choses. Et quand j'ai eu envie de faire la cuisine, je suis parti évidemment à l'âge où la plupart des chefs prennent leur retraite. J'ai commencé à 54 ans et j'ai été dans un grand déni de réalité en disant « Waouh, mais c'est trop génial, je vais ouvrir un restaurant, je vais faire à manger, quel bonheur, nourrir, c'est la chose la plus belle et la plus sublime que l'on puisse faire, à mon sens, dans la vie. » Normalement, ceux qui font ça, il y en a plein qui changent de vie. On va dire la vérité, ils se plantent. Pas forcément. Enfin, oui. Je connais que vous qui avez eu une 2e étoile en ayant démarré à 53 ans. Normalement, on explique que la cuisine, c'est un travail de longue haleine, qu'il faut commencer en étant apprenti à 14 ans, à 16 ans. On voit les émissions de télévision, on voit des jeunes. Et là, bim, vous avez réussi. C'est la mythologie qu'on veut faire croire aussi. Moi, on est venu me le dire. Moi, il y a les chefs que je ne citerai pas qui sont rentrés dans mon restaurant quand j'ai eu ma première étoile en me disant « Mais tu te prends pour qui ? T'as pas commencé à 14 ans, de toute façon, tu seras jamais chef. » Et en disant « Mais il a une étoile, tout le monde peut avoir une étoile. » Sans comprendre effectivement qu'il y a, qu'on peut pratiquer la cuisine de façon différente et que chez moi, on parlait de philosophie tout à l'heure, ma philosophie, c'est que l'esprit, la conscience, l'intelligence domine le geste. Le geste doit être gommé au service de l'intention, du produit et surtout de ne jamais oublier une chose fondamentale, nourrir, c'est être un marchand de bonheur, c'est donner du bonheur et de l'amour. Moi, je nourris comme une maman. Alors, vous l'avez dit, le chef est entré pour dire cette première étoile, tout le monde peut l'avoir. Alors, admettons, déjà c'est pas vrai, mais la 2e étoile au guide Michelin, vous l'avez eue. Oui, personne n'est rentré encore pour me dire tu peux pas l'avoir. C'était le 23 mars. Comment avez-vous vécu cette 2e étoile ? J'ai vécu Quel effet ça fait ? Alors, j'ai vécu ça comme beaucoup de choses. La première chose, c'était de dire finalement, cette très vieille maison, très plus que centenaire du guide Michelin, est d'une modernité absolue, parce que de pouvoir comprendre le travail que je conduis dans un restaurant qui est fort atypique. Il n'y a pas de table, c'est des comptoirs qui enlacent la cuisine. Il faut dire, le restaurant, j'ai eu la chance d'y aller quand c'était au tout début, c'est à côté du marché d'Aligre. Les cuisiniers travaillent à vue. Voilà. C'est une seule et même pièce. C'est une seule et même pièce et on est dans cet enlacement permanent entre la salle et la cuisine et la salle. Ça veut dire aussi que j'ai installé un système dans lequel il n'y a pas de dichotomie entre le service de salle et la cuisine. Tout le monde est lié, est un seul et maître et même organisme au service du bonheur de nos clients. Donc, je suis dans un quartier populaire, il n'y a jamais eu 2 étoiles dans l'Est parisien. Jamais. N'oublions pas ma question de départ, quel effet ça fait ? Alors justement, ça fait quoi ? Ça m'a un peu bouleversé parce que je me suis dit, mais finalement, quelle clairvoyance par rapport à ce que pourrait être la belle cuisine d'aujourd'hui et en même temps quel courage, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'audace que je salue absolument au guide Michelin. Et puis, avec le temps, alors c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 3 semaines, mais quelle bienveillance de la part de ceux qui viennent nous visiter aujourd'hui. Il y a une forme de respect bienveillant qui s'est installé aussi bien par rapport à ceux qui sont à leur service en salle que par rapport à la cuisine que je pratique. Et sincèrement, c'est très touchant. Juste un tout petit mot. Quand vous avez reçu cette 2e étoile, vous étiez le seul chef qui n'avait pas voulu mettre la tenue réglementaire avec le nom du sponsor. Vous faisiez un peu sécession. Oui, ça c'est une question un peu. Alors d'abord, je suis arrivé à l'instant. Oui. Ça se remarque. D'abord, je suis arrivé. Du coup, on voyait que vous. À l'instant où on me remet cette 2e étoile, parce que mon train avait du retard et que j'avais voulu assurer le service du midi chez Table. C'était à Cognac, pour mémoire, donc un peu loin. Et alors après, effectivement, moi je suis quand même le prosélyte des artisans, de ceux qui se dédient corps et âme à faire les plus beaux produits au service de la cuisine et au service de notre santé. Se nourrir, c'est la chose la plus intime qu'on puisse entretenir avec soi-même. Et donc j'étais très embêté
d'une certaine façon, à me revêtir d'une veste sur laquelle étaient collés énormément de sponsors qui sont pas du tout dans mon univers. Culture Média continue, l'univers de Bruno Verjus, on continue de le découvrir. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Bruno Verjus, chef étoilé, doublement étoilé depuis la dernière livraison du Michelin. C'était il y a 3 semaines, c'était en mars dernier. On n'a pas encore parlé de votre manière de cuisiner, Bruno Verjus, parce que c'est évident que ces récompenses-là, c'est pas parce qu'on grenouille et qu'on est bien et qu'on est dans les petits papiers des uns et des autres. C'est parce qu'il y a une vraie différence dans le travail que vous faites en salle et sur table. Votre manière de cuisiner, disais-je, ou de ne pas cuisiner, votre homard, il est cuit ou il n'est pas cuit? Il est cru ou il n'est pas cru? Et voilà, il fait partie d'une série qui est entre les deux. C'est un peu comme le chat dans la boîte. Tant qu'on n'a pas ouvert la porte, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Le chat de Schrödinger. Voilà, le chat de Schrödinger. Exactement. C'est la première fois que j'entends un cuisinier citer le chat de Schrödinger. Je prends. Et alors du coup, voilà. Et donc ce homard, c'est quoi? L'idée, c'est la langoustine, c'est un truc formidable, toujours bon quand elle est vivante, quand elle est fraîche. Il y a une texture géniale. On aime la manger crue, et c'est là où d'un seul coup, elle déploie finalement le plus de saveur ou à peine grillé. Le homard, c'est compliqué parce que souvent dans le homard, au restaurant, quel que soit le type de restaurant, le meilleur, c'est la mayonnaise. Là, vous retrouvez mon côté critique gastronomique, pas chef. Et je me suis dit, c'est dommage, parce que le homard, c'est un produit exceptionnel. Mais pour qu'il soit exceptionnel, il faut qu'il soit cru. Mais s'il est cru, on part tout de suite au Japon, et comme on n'est pas japonais, c'est un peu loin de notre éducation, de nos goûts et nos pratiques. C'est ce que vous voulez dire. On est exactement dans cette écriture-là. Et je me suis dit, mais ce qu'il faut, c'est tromper le cerveau. Et on va tromper le cerveau parce que le homard cru, on va le mettre à température de bouche, c'est-à-dire qu'on va l'amener à peu près à 40 degrés dans la casserole pour qu'il soit à 37 dans l'assiette, et puis on va l'infuser dans un beurre dans lequel on aura mêlé des carapaces toastées, donc le beurre va faire un enfleurage, comme en parfumerie, va prendre ces arômes de carapace de homard toasté, on va retrouver l'idée du homard grillé, etc. Et donc, c'est chaud, c'est cuit, c'est toasté, c'est grillé, et on peut le manger cru. Et donc c'est comme ça qu'est né le fameux homard de table qui désormais s'appelle inimitable. Voilà, et il est cru et on croit qu'il est cuit. Voilà. Et encore une fois, on voit bien la prépondérance de la narration, l'écriture, la compréhension d'un produit pour ensuite le conduire dans une belle interprétation dans l'assiette. Pour tous les gens qui ont été un peu déçus, voire dégoûtés par la nouvelle cuisine, les grands chefs et les petites assiettes chichiteuses avec de la déco partout et des couleurs, comme si on était en train d'essayer de régler une caméra et la mire, chez vous, il y a des portions. Oui, y compris le turbo, il y a de la portion. Y compris dans les menus dégustation, on essaie de conduire aussi un rythme qui nourrisse et qui fasse du bien. Personnellement, mais vraiment, c'est mon goût personnel, je déteste ces menus dégustation. On a 20-25 plats qui sont finalement la succession de cuillères à soupe de choses. Et quand c'est pas bon, on est très content, mais quand c'est très bon, on aimerait bien en avoir plus en disant, écoutez, j'ai accepté l'échantillon, faites-moi une assiette maintenant. Alors chez moi, c'est vrai que, voilà, les plats, même les entrées, on a beaucoup de bouchées, on mange, et je crois que on vient au restaurant pour ça. On vient raconter le turbo. Moi, j'ai pas goûté le turbo chez vous. Il fait combien le turbo? Quand on fait des turbos, c'est pas de petites lamelles. Moi, j'aime travailler des grosses pièces de turbo. L'idéal, c'est entre 7 et 10 kilos. Donc, ça ressemble, c'est quand même des grosses mandolines, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'on va mettre dans l'assiette 200-250 grammes de turbo. C'est normal. Il faut avoir le temps de se laisser envahir, justement, par la profondeur, par le marin, par la vague du turbo. En 2020, vous avez également reçu du guide Michelin une étoile verte qui est dédiée à la gastronomie durable. C'est quoi le sens de cette étoile ? Alors c'est effectivement, c'est montrer beaucoup de respect par rapport à nos artisans. Donc déjà, c'est a priori censé donner une gratification à ceux qui effectivement travaillent avec des artisans et non pas avec des commerçants qui sont des dealers finalement de plein de produits dont on connaît pas l'origine. Moi, je travaille avec plus de 200 artisans à peu près en moyenne dans l'année. Par exemple, en ce moment, on a des asperges. J'ai 5 personnes qui me fournissent des asperges sur des terroirs différents, avec des modes de pensée différents et des pratiques différentes. Évidemment, tout au-delà du bio en agriculture sauvage est très respectueuse. Donc, il y a ce rapport-là. Et puis ensuite, il y a le fait aussi de veiller aux ressources, mais comme encore une fois, comme une bonne ménagère, c'est-à-dire ne pas gâcher. Ça veut dire aussi prendre soin de ses équipes, parce que plus les équipes sont heureuses et plus on les développe dans leur vie personnelle, plus ils le rendent aux clients. C'est une succession de choses. Alors cette étoile verte, ça étonne beaucoup de gens parce que vous faites venir des produits parfois de très loin, les fruits de mer de Norvège, l'ananas du Bénin, et il y a des grincheux qui vous disent « Oh là là, bonjour le bilan carbone ». Oui, alors ça c'est une question, encore une fois, je dirais, on tourne on passe de la posture à l'imposture. Je veux dire, mes coquilles Saint-Jacques qui sont prélevées ou mes couteaux en Norvège par mon ami Roderick, c'est une pêche côtière en plongée en apnée.
donc elles sont cueillies à la main, donc il n'y a aucun événement qui vient perturber le biotope, contrairement à ceux qui ramassent des coquilles Saint-Jacques avec des bateaux diesel qui labourent le fond de la mer. Et puis, qu'elles viennent de Norvège à Paris ou pas, l'avion quotidien, il vole. Qu'il y ait 3 paquets de coquilles Saint-Jacques dans l'avion ou pas, l'avion il vole. Donc le bilan carbone, il est quand même assez raisonnable. Je ne l'ai pas encore dit, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'art de nourrir chez Flammarion. Et dans le livre, j'en parlais tout à l'heure, vous dénoncez cette manie des locavores, ceux qui veulent tout manger à condition que ça vienne de très 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 près. Vous dites on va pas faire pousser des tomates sur les toits de Paris. Après, on peut faire pousser des tomates sur les toits de Paris ou sur votre balcon, il n'y a pas de problème. Mais avec un bon goût de pot d'échappement. Personnellement, voilà, moi je m'intéresse plus, si vous voulez, on travaille beaucoup de cueillettes sauvages et de cultures qui sont ramassées d'ailleurs pas très loin de Paris. Mais il faut quand même qu'il y ait un biotope de qualité. C'est vrai que j'ai quand même un peu de peine à imaginer nourrir mes clients avec des fruits, avec des légumes ou des racines qui seraient un peu empêtrées dans les métaux lourds, les hydrocarbures parisiens. Vous n'avez jamais goûté l'ananas de la Porte Champéret? Alors l'ananas de la Porte Champéret, non, mais l'ananas du Bénin, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Maintenant, je n'en fais plus parce qu'il y a tout. Olivier. Voilà. Ben Kemoun arrive, Bruno Verjus, je suis obligé de vous interrompre. Vous êtes encore plus bavard que Guillaume Play, qui était déjà plus bavard que Philippe Gilda. Ça sera mon fil conducteur. Culture Média continue. On va rendre hommage à Michel Bouquet, immense acteur.